19h, Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité de ce mardi, la baie de Phaéton, bientôt une zone protégée. Tous les acteurs de Tahiti y sont favorables pour préserver cette nurserie de requins marteaux et d'oiseaux endémiques. Le traitement des déchets coûte de plus en plus cher aux collectivités. Chaque année, c'est un calcul d'équilibre des comptes qui se joue. Exemple à Papeete, la capitale ne dirait pas non à un coup de pouce du pays. Bientôt la fin des files d'attente à l'aéroport de FAA. ADT installe des portiques biométriques, un investissement bienvenu face à la hausse de la fréquentation, estimée à 2,5 millions cette année encore. La Polynésie peut-elle devenir une destination gourmande? La réflexion est menée avec un grand chef étoilier et pionnier de la cuisine moléculaire, Thierry Marx, en Polynésie pour quelques jours. Il partage également sa passion à de futurs talents grâce au campus des métiers et des qualifications du Pacifique. Il nous en dit plus dans quelques instants. Il est notre invité ce soir. Et puis nous irons à la rencontre des baleines avec Ocean Watch, un projet qui permet de former les citoyens à la préservation des cétacés. Il est porté par l'association Oceania. La pratique ancestrale renaît un peu partout en Polynésie, le rahui ou pêche interdite. À Taravos, cette fois, il doit permettre de sauver les requins marteaux de l'extinction. Car c'est dans la baie de Phaéton qu'ils vont donner naissance, selon les connaisseurs du site. Association de défense de l'environnement, acteurs de l'éducation et maires de la communauté de communes de Tereheamanu disent oui. Le reportage d'Ismaël Tahiata et Marcel Bollon. La baie Phaéton au visage à deux faces, des pirogues en fait à la surface, en dessous une faune et une flore en grand danger et une cérémonie culturelle aux allures de plan de sauvetage en préparation. Plusieurs projets, mais je vais parler pour nous. Notre projet avec ma classe de première aquaculture, c'est de préserver la baie Phaéton, notamment les requins marteaux qui viennent se reproduire juste là au lieu de la cérémonie. Des jeunes très engagés qui ont grandi ici et qui, au fur et à mesure du temps, ont vu la qualité de l'eau se dégrader. On a découvert que la baie de Te Awa'a est très polluée par les entreprises environnantes. Comme vous le savez, il y a Pehoro juste à côté, bien sûr, qui vachement pollue beaucoup. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas le code d'hygiène. Il y en a, ils jettent leurs déchets dans la baie, ce qui pollue encore plus. Et pour pallier la surpêche dans les environs, la mise en place d'un rahui ou pêche réglementée dans la zone, une proposition soutenue à l'unanimité par les maires de la côte ouest. Tereheamanu, si nous sommes réunis, les 5 communes, Papara, Tevayuta, Tairapu Ouest et Hitiaotera, c'est pour regarder autrement le développement de notre zone, c'est regarder dans la direction de travaux. On regarde Papeete, bien sûr, mais il faut aussi qu'on regarde Travos, parce que Afahiti Travos, c'est notre point de ralliement. Et à partir de là, comment vivre économiquement, comment vivre dans un projet de société qui va respecter nos différences, respecter notre culture, notre nature, et puis vivre heureux dans une zone qui a besoin d'être développée. Aux alentours, des oiseaux nichent dans les arbres. Certains sont en voie de disparition. Le héron strié, par exemple. 9 couples seulement recensés aux abords de la baie. On peut aussi mettre en avant aussi le pétrel de Tahiti, qui est le noha, donc qui est une espèce protégée aussi, souvent menacée par la pollution lumineuse et puis par la prédation donc, des chats et des rats. C'est la même chose aussi pour le héron, donc la prédation des chats et des rats. Donc c'est pas que le défrichage, quoi. Faire de la baie de Phaéton un sanctuaire pour requins marteaux, une espèce vivipare en voie d'extinction et un rahui qui pourrait démarrer en septembre, le début de la période de reproduction. En novembre, la femelle met bas de 4 à 16 bébés requins. Et pour préserver l'environnement, il faut diminuer la production de déchets, car le traitement a un coût pour les communes et donc pour les contribuables. Avec la collecte, cela représente plus de 4 milliards de francs pacifiques pour les collectivités. Et si la prise en charge revenait demain au pays, oui, dit Papeete, une ville qui peine aussi à équilibrer ses comptes chaque année. Les détails avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. Entre le ramassage et le traitement des déchets, 860 millions de francs sont dépensés par la commune de Papeete chaque année. Les redevances ne rapportent que 300 millions de francs,
Hors de question pour la municipalité d'augmenter leurs coûts qu'il faudrait multiplier par 3 ou 4 pour équilibrer les comptes. Alors, tous les ans, un budget dérogatoire à hauteur de 560 millions est voté. Aussi, la possibilité de recevoir de l'aide du pays est vue d'un très bon œil. L'idée, c'est de pouvoir aller vite. Et la solution, ça semble la plus rapide, ça semble être une participation du pays aux charges qui relèvent des communes, peut-être avec une différence entre les communes effectivement qui sont organisées à travers FENUAMA et les communes des îles. Dans une commune plus petite et éloignée comme Nukuhiva, il existe un CET. Ici aussi, la municipalité serait ravie de recevoir l'aide du pays. Car elle doit creuser 2 nouveaux casiers et la collecte des déchets a un coût. Le seul problème que je rencontre, c'est le financement des déchets recyclables et toxiques. On est obligé de ramener tout ça sur Papeete. J'aimerais quand même que le pays finance régulièrement le transport de tous ces déchets vers Papeete. Le ministre de l'Environnement réitère le projet du président du pays. Venir en aide aux communes par un transfert de compétences ou une aide à définir. Ça sera aux communes de décider en fait. C'est pas une obligation, ça sera un choix qui sera. Le président pour cela a été bien clair. Une étude a été lancée. Elle devra être rendue en fin d'année ou début 2025. Ensuite, le pays prendra contact avec les municipalités pour définir éventuellement les modalités et la nature de l'aide. Et rappelons que dans leur rapport, les sénateurs de la Commission des lois préconisent la restitution des compétences du traitement des déchets et de l'assainissement des eaux usées au pays. Manihi, épinglé par la Cour des comptes dans sa gestion depuis 2019. Dans son rapport, la CTC dénonce le manque de sérieux dans la gestion du personnel, des manquements graves sur l'utilisation des bateaux communaux. L'un n'est pas homologué et l'autre transporte plus de personnes que le nombre autorisé, une violation réglementaire délibérée. La centrale hybride ne fonctionne plus également, la faute aux batteries qui ne sont plus opérationnelles. La Cour pointe également du doigt les inégalités de traitement entre Manihi et Ahe. 7 recommandations sont adressées au maire de cette commune des Tuamotu pour l'amélioration de sa gestion. La fréquentation de l'aéroport de Tahiti, toujours en hausse, 2,5 millions de passagers estimés cette année, qu'en 2023 était une année record pour la société gestionnaire. Et même si elle n'est pas certaine de décrocher le marché de la concession, ADT compte poursuivre ses investissements pour moderniser ses installations. État des lieux avec Caroline Fary et Dylan Fels. La croissance est au rendez-vous pour 2024, sensible certes avec 0,5% de hausse de trafic aérien, mais favorisée par la diversité des compagnies et ce malgré une baisse de la clientèle américaine compensée par la clientèle européenne. ADT prévoit par ailleurs plus de 4 milliards de francs d'investissement jusqu'en 2026. Il s'agira entre autres d'optimiser la capacité de stationnement des avions et de renforcer la qualité de service. On va créer 2 taxiways pour permettre de dégager de la capacité pour avoir plus de parking avions pour les ATR en particulier, donc pour pouvoir justement mieux satisfaire et avoir plus d'avions pour les petits porteurs. Donc ça c'est un premier point. Et puis ensuite on améliore la qualité de service, on va refaire toute la salle d'embarquement domestique et je crois que c'était un souhait de tout le monde. Au chapitre innovation, les paraphes, des passages automatisés rapides, amélioreront le trafic au départ de Papeete. Ils devraient être opérationnels pour le mois de novembre. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, vu le nombre de passagers qui partent de Polynésie, il était nécessaire d'avoir une solution moderne et innovante qui permet effectivement de passer d'un temps de passage qui est de l'ordre de 20 à 25 secondes par personne au niveau des frontières, avec toutes les sécurités de contrôle, passeport, biométriques qui sont associées. En projet également, l'ouverture de nouveaux commerces en lieu et place des stands de location de véhicules qui se verront, eux, dotés d'un emplacement spécifique. En 2024, le trafic domestique s'annonce légèrement supérieur à l'international. Plus de 1 200 000 touristes ont transité par Tahiti-Faa depuis le début de l'année. De quoi conserver l'optimisme d'ADT en cette fin de concession. Notez que le programme d'investissement d'ADT s'établit à plus de 4 milliards de francs pour les 2 prochaines années.
Et le Fénois, déjà plébiscité pour ses décors paradisiaques, pourrait attirer une clientèle plus gourmande. C'est en tout cas l'un des objectifs du voyage de Thierry Marx. Invité par le président Moïse Broederson, il a pour mission de faire bénéficier son expertise et ses expériences aux talents locaux. Le chef multi-étoilé défend une cuisine responsable, alliant plaisir et bien-être. Il est avec nous ce soir, Thierry Marx, Yorana. Bonsoir. Yorana, et merci d'être sur Polynésie la première. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'abord, vous êtes donc un célèbre et médiatique chef étoilé à la tête de plusieurs restaurants et d'une dizaine d'écoles de formation de cuisine, président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour ne citer que ça. Alors, selon vous, comment allier tourisme culinaire et développement durable ? C'est une évidence aujourd'hui. D'ailleurs, tous les titres que vous avez évoqués sont très impactant sur l'environnement. Donc c'est une réflexion sur ce tourisme qui doit avoir un impact environnemental, social et environnemental. Et c'est tous ces sujets que, d'une façon planétaire, on évoque constamment. Et encore en Polynésie, c'est une évidence d'en parler parce que la Polynésie a une attractivité extrêmement forte, attire énormément de touristes. Et il faut regarder tout l'impact environnemental du monde de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration. Et tous les enjeux sont des projets à 10-15 ans pour rendre une cuisine identifiable et surtout responsable dans son fonctionnement, dans ses circuits courts, dans la qualité des produits et dans l'implication de ces jeunes gens qui viennent dans ces métiers. Et l'hôtellerie a le même devoir de décarboner un petit peu son activité autour du tourisme et de trouver des solutions pour que ce tourisme dure, évidemment, mais aussi mesure vraiment, le terme est juste, son impact social et son impact environnemental. Tout ça, il faut en parler. C'est une démarche transversale. Ici, ça n'implique pas que la gastronomie et que le tourisme. Exactement, c'est beaucoup plus... D'abord, c'est une économie assez vaste et il faut apprendre à travailler dans ce sens pour les générations futures sur l'impact social et environnemental de nos métiers. Donc ça veut dire qu'il faut commencer certains chantiers que nous n'avons pas commencé sur l'énergie, sur le sourcing des produits, sur le circuit court. Quels produits ? On voit que beaucoup de produits entrent en Polynésie qu'ils arrivent de très loin, donc avec un coût carbone très élevé, et en oubliant peut-être par moment qu'il y a une vraie culture, un vrai patrimoine polynésien autour des produits. Il est peut-être temps de le ranimer. Regardez ce qu'ont fait nos aînés bien avant nous sur la conservation, sur les circuits courts, ce qu'on peut semer, planter, développer en Polynésie pour créer une signature de cuisine qui est déjà là très présente et très qualitative, mais on peut aussi amener ces jeunes gens à devenir de véritables cuisiniers et cuisinières auteurs avec ces racines polynésiennes qui sont des racines quand même merveilleuses. Donc qu'est-ce qu'il manque selon vous? De la formation encore? La formation est la base de tout. Alors ça nous permet de travailler, d'apprendre, de vivre cette passion métier autour des métiers de la cuisine, de l'hospitalité, et d'apprendre de vivre cette passion métier autour des métiers de la cuisine, de l'hospitalité. Former nos jeunes, leur donner aussi cette capacité à aller voir ailleurs pour mieux revenir, des fois en Polynésie, avec d'autres arguments. On voit bien que toute la zone Pacifique est très riche en termes de compétences et de connaissances, mais aujourd'hui c'est la formation qui prime, en tout cas à mon avis. Faire le cuisinier... Peut-être un peu plus tôt. Oui, un peu plus tôt. Alors, on peut parler de choses que vous avez évoquées. On a évoqué souvent l'alimentation et c'est vrai qu'il est intéressant de travailler sur la petite enfance parce que l'alimentation est un domaine très vaste et c'est vrai que des cours de gastronomie, donc dans un cours de gastronomie, c'est assez merveilleux parce que vous allez parler d'une recette, mais aussi de la géographie de cette recette, de l'histoire de cette recette, donc de l'histoire d'un peuple, et là notamment le peuple polynésien, et puis de voir comment tout ça peut évoluer pour aller vers moins de consommateurs et peut-être de meilleurs mangeurs, parce qu'on sait très bien qu'une mauvaise alimentation dérègle nos sociétés. On voit bien que la fracture sociale, et on l'évoque souvent sur votre plateau, mais sur l'ensemble des plateaux de télévision, d'un point de vue mondial, il y a une fracture sociale. Sur cette fracture sociale, s'est construite une alimentation à deux vitesses, une alimentation pour les gens qui vont bien et qui ont des moyens et des connaissances, et puis une alimentation pour des gens plus modestes, qui ont du mal, des fois, au milieu du mois, à trouver des solutions alimentation, et vont vers des produits ultra transformés,
années. Et on voit toutes les pathologies aujourd'hui qui sont liées à une mauvaise alimentation et qui abîment notre jeunesse. Très rapidement pour terminer, car pour vous, c'est ça aussi, le message que vous souhaitez faire passer, c'est dire que l'hôtellerie-restauration, c'est aussi un vecteur d'ascension sociale. C'est un vecteur d'épanouissement social. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans ces métiers par le prisme du service, de l'hospitalité, de la cuisine, mais quand on regarde un petit peu tout l'univers qu'il y a autour des métiers d'hôtellerie, restauration et du tourisme, moi je vois au moins une trentaine de métiers. Donc ça promet à cette jeunesse un épanouissement social, ce qu'on appelle l'ascension sociale. Il faut dire, penser à l'escalier social, parce qu'il y a aussi cette notion de l'effort à mettre en mouvement pour arriver à atteindre son but. Merci beaucoup Thierry Marx d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi au Campus des métiers et des qualifications qui organise votre déplacement. Votre voyage s'achève le 27 octobre. Vendredi, Thierry Marx sera l'invité à VIP du Tekai, une manifestation dédiée aux métiers du tourisme et de l'art culinaire polynésien. Elle est ouverte au public de 8h à 17h à la présidence. La Cour de cassation annule le transfert en métropole de 2 militants indépendantistes kanaks, dont Christian Théin, le chef de l'organisation, soupçonné d'avoir commandité les émeutes. Cette décision invalide donc l'incarcération de Christian Théin et Steve Younet à plus de 17 000 km de leur lieu de vie. Pour rappel, leur départ du Caillou avait été organisé en juin dernier, puis confirmé le 5 juillet par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nouméa. On écoute l'avocate de la défense au micro de nos confrères d'Outre-mer La Première. Défaut complet d'information, alors que l'information était connue de tous les acteurs du dossier, sauf la défense. Je ne trouve pas ça correct, parce qu'on ne plaide pas la même chose, selon qu'on vous dit ça va se passer ici ou ça va se passer à 17 000 km. Et le deuxième point, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui en concerne certains, c'est que devant la chambre de l'instruction, alors le lieu de détention, ça se passait devant le JLD, devant la chambre d'instruction, en appel. Certains ont vu arriver, il y a un entretien qui est prévu avec la défense, en visioconférence, là, parce qu'ils étaient déjà partis en métropole. Et là, on leur a dit, attention, votre entretien va être enregistré ou pourra être enregistré. Comment va être enregistré ou pourra être enregistré? Depuis quand enregistre-t-on les entretiens entre un avocat et son client? Un autre juge doit désormais examiner leurs conditions de détention. Les avocats des détenus ont également demandé un dépaysement du dossier. L'Université de la Polynésie vous invite à plonger dans l'innovation durant 3 jours. Les Nahiti Innovation Days regroupent tous les acteurs de l'innovation polynésienne, qu'ils soient publics ou privés, autour de projets communs et innovants. Une première, tant les liens entre les deux secteurs sont complexes. Le défi justement de ces rencontres est de déconstruire les idées reçues. Les précisions d'Étienne de la Fouchardière au micro de Jérôme Lee. Ce programme Nahiti, l'objectif c'est de structurer tout l'écosystème de l'innovation, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs publics de la recherche, de l'État et du pays et les acteurs privés, le monde économique puissent se parler, travailler ensemble pour faire sortir des projets et développer une vraie économie d'innovation en Polynésie. Un rendez-vous à l'UPF jusqu'à vendredi. Sensibiliser au dépistage du cancer du sein pour mieux prévenir la maladie, cela se passe également aux Marquises. Vous le savez, durant tout le mois d'octobre, des campagnes sont menées un peu partout en Polynésie. En plus des stands d'information, ont également été organisés des ateliers bien-être. Et à Nukuhiva, comme dans d'autres îles, les femmes sont encouragées à effectuer leur mammographie et pas seulement celles âgées de 50 ans. Mesa Zenati l'a dit à Marie Curva. Également recevoir d'autres dames qui n'ont pas encore 50 ans, des dames qui sont inquiètes, des dames qui ont des symptômes, Et s'il y avait besoin éventuellement suite au dépistage, si on a des cas suspects, côté Prisca s'en occupe en fait et elle les évacuera à Tahiti si jamais il y avait besoin d'examens complémentaires. L'aventure continue au Salvador pour nos représentants polynésiens. Hira Ter-Inat Ufa accède à la demi-finale des championnats du monde ISA Master. Il s'impose en quart de finale malgré un début de série compliqué. Sa réaction au micro d'une supportrice. Ce matin, je ne sais pas, un peu bizarrement comparé aux autres jours. Je pense j'étais un peu stressé parce que j'ai rencontré beaucoup de monde hier soir et on fait beaucoup m'attendre, tu vois, donc ça a rajouté du stress.
Patricia Rossi est également toujours en lice après être arrivée deuxième dans sa série de repêchage. Nous prenons le large maintenant. Quelques jours après l'accident qui a coûté la vie à une baleine juvénile, le programme Ocean Watch mené par l'association Oceania prend tout son sens. Grâce à la photo-identification, aux études acoustiques et génétiques, Oceania recense les baleines et tente de les protéger des collisions tout en sensibilisant les citoyens. Le reportage en mer de Cybèle Plichard et Patrick Singsi. Un souffle de vie entre Tahiti et Moorea. Pour les membres de l'association Oceania, observer les mammifères marins de notre sanctuaire est toujours un moment de joie et d'excitation. Là, on vient d'observer une maman avec son baleineau. Donc un baleineau vraiment très petit, tout blanc. Quand vraiment ils sont très gris sur les côtés, c'est-à-dire qu'il est né il n'y a pas très longtemps, donc il y a soit quelques jours, soit quelques semaines. Là c'est maman bébé et là l'escorte est juste à sa droite. Du coup on part sur plutôt 3 individus. En fait on enregistre pour avoir le point GPS, pour savoir sur une carte où est-ce que vont être les individus. Et après on donne le nombre d'individus, combien de bateaux sont autour des baleines. Pour recenser les baleines à bosse de passage dans nos eaux, le protocole est précis. Photographier les nageoires caudales et prélever la squame, ces fines lamelles qui se détachent de l'épiderme. Pour cela, il faut trouver ce qui ressemble à une tache d'huile. La lentille, c'est quand c'est une tache d'huile qui va rester sur l'eau quand l'animal va plonger. Et souvent, quand elle va plonger, donc il va y avoir de la vitesse et il peut rester des morceaux aussi quand elle saute ou quand elle tape de la caudale ou de la pectorale. On met la date, on met l'heure à laquelle c'était à 9h58. Il y a eu la collecte du squam. L'île, parce qu'on fait des prélèvements dans tous les archipels. Là, c'est soit du coup le squam de la maman, soit le squam du baleineau. Si c'est une femelle, on n'aura pas forcément d'infos sur à qui il appartient, parce que le bébé peut être un mâle ou une femelle. Mais si c'est un mâle, on est sûr et certain que ce sera au baleineau. Autre élément clé du protocole, les images aériennes. Grâce à une autorisation spéciale de la direction de l'environnement, le drone peut voler à 30 mètres. Un moyen de mesurer la baleine et avoir une autre perspective de l'animal, mais aussi des nageurs autour. Ils ne sont pas si près au final, là on le voit bien depuis sur le drone, ils ne sont pas du tout trop près, ils gardent leur distance de sécurité, ce qui est demandé, donc vraiment c'est intéressant et c'est bien, ils sont dans le respect de l'animal. Pour le moment, 850 baleines ont été répertoriées par l'association. Grâce aux 54 millions de francs du Fonds vert financé par l'État, le programme Ocean Watch pourrait à terme pérenniser les vigies à bord des ferries en intégrant les observateurs à l'équipage. Quant au whale watching... La question du whale watching, si c'est quelque chose qui est bien fait et qu'on y apporte derrière de la sensibilisation et du respect de l'animal, je pense que ça peut au contraire éveiller les consciences. Il faut que ce soit par contre vraiment bien encadré. Et c'est le cas aujourd'hui ? Alors, il peut y avoir des débordements. À partir du 1er décembre, de nouvelles règles seront appliquées pour une observation encore plus respectueuse des baleines à bosse. De son côté, l'association Oceania continuera ses actions de sensibilisation à la protection de nos baleines pour que Tainui Atea soit vraiment un sanctuaire. L'association Oceania qui a obtenu 54 millions de francs de l'État grâce au Fonds vert pour mener son programme à bien. Nous arrivons au terme de cette édition. L'information principale de ce mardi, la communauté de communes Tereheamanu veut être un exemple en matière de préservation de l'environnement. Elle, les acteurs de l'éducation et les associations veulent instaurer un rahui dans la baie de Phaéton pour préserver la nurserie de requins-marteaux, mais aussi le peu d'oiseaux endémiques qui viennent y trouver refuge. Va'a Tupuna, c'est une conférence sur l'histoire de la pirogue et ce sera le thème de votre invité Café demain avec Tamatoa Pérez. À la une de Tahiti Info, un nouveau partenaire pour ATN. La direction de la compagnie Otiare a identifié un gros partenaire international. Pas de nom pour l'instant. Après ce journal, Bleu Océan vous propose de découvrir les démarches engagées pour lutter contre la pollution plastique en Polynésie. Le documentaire sera suivi de la série OPJ. Voilà, merci de rester fidèle à Polynésie la première. Très belle nuit et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.